Celui qui veut critiquer sérieusement le libéralisme, comme cherche à le faire Michéa, doit d'abord et avant tout lire, car le libéralisme, avant même d'être un mode de gouvernement, est un courant de pensée qui a été conçu, exposé, défendu par certains des plus grands esprits que l'Occident, et par conséquent la terre entière, est porté. Je demande une grâce que je crains qu'on ne m'accorde pas, écrivait Montesquieu dans sa préface de l'Esprit des lois. C'est de ne pas juger par la lecture d'un moment d'un travail de 20 années, d'approuver ou de condamner le livre entier et non pas quelques phrases. Si l'on veut chercher le dessein de l'auteur, on ne le peut bien découvrir que dans le dessein de l'ouvrage. Michéa ne lui a pas accordé cette grâce, ni à lui, ni à Tocqueville, ni à Locke, ni à aucun de ces grands penseurs qu'il identifie comme libéraux. Dans son livre, tout y est rapetissé, déformé, simplifié, caricaturé parfois, sous le prétexte fallacieux de mettre au jour la logique philosophique du libéralisme. Pour ne prendre que quelques exemples, quel effort de lecture et de réflexion peut-on attendre de la part d'un auteur qui parle, sans sourciller, des innombrables entorses à l'observation empirique et heureusement logique qu'aurait commis Adam Smith, qui affirme gravement que pour Bastiat, la suppression quasi totale de l'impôt a la dignité d'une véritable obsession personnelle, et que ce dernier ne s'est pas aperçu du caractère contradictoire de la solution qu'il proposait, qui nous informe en passant, comme une chose évidente, que Constant et Tocqueville souffraient de contradictions psychologiques apparemment insolubles. Michéa est tellement plus intelligent que tous ces gens-là, il voit ce que eux-mêmes ne pouvaient pas voir, il comprend ce qu'ils ont été incapables de comprendre. Pourquoi, au nom du ciel, perdre-t-il son temps à lire méticuleusement les milliers de pages qu'ils ont écrits? Mais alors, qu'est-ce donc que le libéralisme pour Jean-Claude Michéa? Pour le dire très simplement, c'est l'égoïsme érigé en règle, le règne du moi-je, du calcul de l'intérêt personnel comme seule ligne de conduite. C'est l'individu autonome dégagé de tout lien humain, considéré comme l'alpha et l'oméga, le point de départ et l'aboutissement de toute l'organisation sociale. Cette vision négative de l'homme, cet empire du moindre mal, une fois institué, conduirait à défaire peu à peu tous les liens humains au nom de l'égoïsme rationnel et finirait ainsi par réintroduire à tous les niveaux de l'existence sociale cette guerre de tous contre tous dont le dépassement définitif était théoriquement sa raison d'être initiale. Bon alors, d'une part, il est indéniable que le libéralisme place très fortement l'accent sur l'individu et ses droits inaliénables. Ce qui est premier, ce sont les droits, pas les devoirs. Et les devoirs doivent être compris comme découlant des droits. En ce sens, il est effectivement possible de dire que le libéralisme promeut un certain égoïsme. D'autre part, il paraît raisonnable d'accorder que la théorie libérale n'a jamais développé les instruments adéquats pour se maintenir elle-même. Elle a toujours eu besoin de quelque chose de plus qu'elle-même pour survivre. Pour le dire autrement, le régime libéral vit nécessairement sur un capital moral emprunté et qu'il a tendance à éroder au cours du temps. Mais ces deux points suffisent-ils pour donner raison à Michéa? En aucun cas. La question fondamentale qui se trouve derrière la notion d'égoïsme est celle des motifs de l'action humaine, et cette question-là est tout sauf facile à résoudre. Ainsi, est-il possible de concevoir une action, entendue au sens large, qui n'ait pas pour origine le désir d'un certain bien pour celui qui agit? Peut-il exister un comportement authentiquement et totalement désintéressé? Ou à l'inverse, si nous accordons que nous avons des devoirs, quels sont-ils et quels sont leurs fondements rationnels? Aurions-nous réussi à surmonter ces épreuves redoutables que nous ne serions pas au bout de nos peines? Car il nous faudrait encore distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est politiquement bienfaisant, entre principe et prudence. C'est ainsi par exemple que Tocqueville peut à la fois pointer les limites théoriques de la doctrine de l'intérêt bien entendu, par laquelle les Américains prétendent expliquer tous les actes de leur vie, et estimer que cette doctrine est la mieux appropriée aux besoins des hommes de notre temps. C'est donc principalement vers elle, ajoute-t-il, que l'esprit des moralistes de nos jours doit se tourner. Alors même qu'il la jugerait imparfaite, il faudrait encore l'adopter comme nécessaire. Toutes ces difficultés, toutes ces subtilités échappent décidément à Michéa. Semble également lui échapper que les premiers à reconnaître les limites de la théorie libérale ainsi que les difficultés particulières auxquelles un régime fondé sur cette théorie se trouverait exposé ont été les penseurs libéraux eux-mêmes. Lorsque Montesquieu écrit « Nous voyons que dans les pays où on est affecté que de l'esprit du commerce, on trafique de toutes les actions humaines et de toutes les vertus morales. Les plus petites choses, celles que l'humanité demande, s'y font ou s'y donnent pour de l'argent. » Il formule une critique d'un des aspects du libéralisme qui est tout aussi percutante que tout ce que Michéa peut écrire sur ce sujet. Cela ne conduit pas pour autant Montesquieu à condamner le commerce, bien loin de là, mais pour comprendre pourquoi, il faudrait méditer soigneusement ses raisons et se demander quelles sont, selon Montesquieu, les vraies alternatives à l'esprit du commerce, avec leurs inconvénients et leurs avantages. Jean-Claude Michéa ne répugne pas à citer Pierre Manant, et pour cela on aura envie de beaucoup lui pardonner, mais il aurait dû se souvenir de ce que celui-ci écrivait, en guise d'avertissement, à certaines critiques du libéralisme. Le libéralisme l'a emporté à la suite d'une longue bataille intellectuelle et politique qui a mobilisé les esprits les plus aigus dans tous les partis. Les raisons et la raison furent mobilisées. Beaucoup de critiques légitimes peuvent être adressées au régime libéral, mais elles sont vaines, à vrai dire frivoles, si elles ne savent pas reconnaître les faits que je viens de rappeler. Vaines et même frivoles, si elles ne commencent pas par le prendre au sérieux.
vaine et frivole. Assurément, et la meilleure preuve en est que, sous la plume de Jean-Claude Michéa, la victoire pourtant incontestable du libéralisme devient incompréhensible. À l'anthropologie extrêmement simplifiée qu'il attribue au libéralisme, Michéa oppose un contre-modèle tout aussi sommaire, celui de la common decency. Si le libéralisme est l'égoïsme et l'esprit de calcul, la common decency recouvrira les vertus ou dispositions psychologiques et culturelles à la générosité et à la loyauté. Ainsi, Michéa pense manifestement que, dans la lutte entre libéralisme égoïste et common decency généreuse, le peuple est fondamentalement du bon côté, puisqu'il affirme que les vertus humaines de base sont encore largement répandues dans les classes populaires, à quoi il oppose implicitement les élites corrompues et mondialisées qui n'auraient de cesse que de détruire ce qui reste du monde humain au nom de leur liberté chérie. Mais si la common decency se définit par l'entraide, la loyauté, la générosité et autre chose du même genre, il semble difficile de nier que, au quotidien, elle trouvera à s'exercer d'abord et avant tout au sein de la famille. Mais où donc les familles sont-elles les plus solides? Où se marie-t-on le plus et divorce-t-on le moins? Dans les CSP+. À l'inverse, où trouve-t-on le plus de ce qu'on appelle pudiquement les familles monoparentales, de mères adolescentes, de pères absents ou irresponsables? Où trouve-t-on le plus de violences conjugales et de mauvais traitements envers les enfants? Dans les CSP-. Assurément, la common decency doit impliquer le respect de la vie, de l'honneur et des biens d'autrui, ainsi que le respect de la loi et des règles élémentaires de la vie en commun. Mais où donc la violence, la délinquance et les incivilités sont-elles, de très loin, les plus répandues? Encore une fois, dans les catégories inférieures de la population. Si, depuis une bonne quarantaine d'années, les classes populaires se démoralisent à grande vitesse, la responsabilité première n'en incombe pas au libéralisme ou au libre-échange, mais bien à l'extension de l'État-providence, qui a suivi la Seconde Guerre mondiale un peu partout en Occident. Aux États-Unis, Charles Murray a documenté en détail cette descente aux enfers dans Losing Ground et Coming Apart. Ce dont la démocratie libérale a aujourd'hui désespérément besoin, ce dont elle a toujours eu besoin, c'est au contraire d'une dose d'aristocratie, au sens vrai du terme. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est de remettre le principe d'égalité à sa juste place, de redécouvrir les limites infranchissables que l'ordre naturel ou divin pose à notre passion pour l'égalité, ainsi que le goût de l'excellence et le sens de la grandeur humaine, notamment la grandeur intellectuelle et politique, toutes choses hélas cruellement absentes de l'empire du moindre mal.